Bonjour mes gays, mes go, j'espère que vous allez bien. Voilà l'explication du Swag S2 en version longue. Le meilleur projet que j'ai fait à ce jour. Pour comprendre le Swag S2, il faut que je vous explique un peu ce qui s'est passé, pourquoi je suis en arrivé là. Il faut savoir que dans les 2-3 mois passés avant la sortie du projet, j'ai vécu l'une des phases les plus compliquées de ma vie. Plein de galères, plein de choses qui sont agencées de manière extrêmement surprenante. Mes yeux qui sont ouverts à propos des gens avec qui je traînais, des gens qui disaient des trucs sur moi, des gens à qui j'avais donné ma confiance, qui m'ont trahi, et des questionnements par rapport à la suite et à comment j'ai avancé dans la vie en général, que ce soit la contrainte des études, la contrainte des projets, trouver un bon équilibre, choisir ma passion, première et ma deuxième passion, et où j'allais me positionner par rapport à ça, des questions par rapport à mes sentiments, comment j'abordais les choses, comment j'abordais le monde. Et tout ça, je me suis dit, ça m'a tellement pris de l'énergie, ça m'a tellement transformé humainement, que j'avais vraiment un désir profond de le transmettre. Mais je me suis demandé quel était le meilleur médium pour le faire. Sachant que je suis juriste de base, j'allais pas écrire des cas pratiques ou faire des dissertations pour expliquer ça. Non. J'écris des poèmes. Ça aurait pu être une possibilité que j'écrive tout ce que j'ai vécu pour le transmettre, mais c'est pas la manière, je trouve, la plus symbolique de le faire. Ça a eu, parce que j'ai écrit des poèmes que j'ai pas postés, ça a eu un effet cathartique pour poser ce que j'ai vécu, le mettre en forme et voir comment j'allais le réinterpréter. Mais je me suis dit, Yann, t'es modèle, tu fly, t'es le swagiste. Pourquoi pas essayer de faire ça sur un projet que je lead de A à Z. Je prends les meilleures personnes, les génies, pour le faire et le mettre en forme. Donc, je me suis rappelé que j'avais fait le Swagest 1, dans lequel c'était une version extrêmement streetwear et je voulais mettre en avant les bonnets de ma go sur Délé. Shout out à Délé. Je me suis dit, est-ce que je n'irais pas sur un Swagest 2 où je raconte ma vie, je raconte des trucs qui m'ont tellement pincé le cœur. Cependant, je le raconte pas de manière cliché, en faisant des vidéos, je suis là, je pleure, où je raconte blablabla, où je fais des story time, blablabla. La story time, elle s'est faite dans l'image, dans la qualité de ce que nous avons produit et dans le taf abouti que nous avons fait pendant une bonne cinquantaine d'heures, 60-70 heures. Donc je me suis dit, comme Baudelaire, je vais essayer d'utiliser la boue, les émotions négatives que j'ai vécues, pour les transformer en or. Et c'est là que l'idée du Swagest 2 est apparue. Je voulais vraiment pas faire un truc révolutionnaire, c'était pas mon but, mais aller au plus profond de moi et partager ces sentiments-là qui me semblent universels en utilisant des codes aussi universels, mais en gardant cette beauté-là pour que quiconque regarde l'image soit en mode waouh, il a cook, ils ont cook. Vous l'aurez compris, chaque couleur représente des catégories distinctes de questionnements que j'ai eu pendant ces 2-3 mois de gamberge et de moments compliqués. Le rouge symbolise la place, les questionnements concernant ma place en droit, l'oppression liée au code du droit. Je vous donne plus d'indices. Je suis juriste à la base, pour ceux qui ne savent pas, je fais des études, je suis en droit. Rien à voir avec là où vous me voyez le plus souvent. C'est un lien. Étant un queumé du droit, pendant les années antérieures, on m'a beaucoup dit « Ouais, regarde comment tu t'habilles, ça se voit que tu es un queumé dans la mode. » Ce qui n'est pas faux. Mais qu'est-ce que tu fais en droit? Sachant que ça se voit que c'est pas un truc qui te drive. T'as pas ta place ici. Et au lieu de faire un entre-deux, entre droit et passion mode, j'en choisis un côté et puis vas-y à fond. Genre j'écoutais. Je me suis dit, ils n'ont pas forcément tort. Mais c'est pas le sens que j'ai envie de donner à ma vie. Je vais pas laisser des gens qui comprennent pas ma complexité me donner une direction à suivre. Donc les années avancent, on me refait le même reproche, ou même les gens qui me voient sur les Rose Festival, Supra, Marc Deloche, qui me disent « Ah ouais, je t'ai vu là-bas, je sais pas ce que tu fais en droit. » Bref. Donc cette année-là, pendant les 2-3 mois, remarque était de plus en plus forte à mes oreilles. J'étais en mode « Ah ouais, peut-être que je devrais changer. » Donc j'étais là en pleine gamberge, sachant que j'étais pas forcément bien mentalement. Donc ça me frappait l'esprit. Je me dis « Ah, peut-être que je dois changer. » Sachant que plus on avance, il y a les contraintes, vos tenues, une certaine apparence à avoir. Le cliché du juriste, tout le temps chemise, pantalon tissu, etc. à entretenir, sachant que les masters arrivent, tout ça, ça arrive. Tout ton projet académique, tu dois le présenter au directeur de master, tu dois faire des stages. Et ces stages-là, ils vont pas forcément comprendre que tu as une fibre artistique. Ils vont vouloir que tu fasses ce qu'ils veulent, le droit pur, et peut-être omettre ton côté créatif qui peut justement peut-être, je ne sais pas, apporter un plus à ta démarche de juriste. Donc toutes ces questions-là, je me suis posé, je me suis dit, wesh, en plus j'avance, je suis obligé de m'habiller corporate, d'être plus dans ces codes-là. Et c'est pas forcément quelque chose qui me correspond. Je pourrais m'habiller comme ça, mais
ça me braimerait, ça me saoulerait un moment. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas le moment d'arrêter le droit et d'aller full dans ma passion, sachant que ces périodes-là, je pense, c'est l'une des périodes les plus productives niveau projet, parce que j'ai fait une campagne avec Adidas pour le nouveau maillot de rugby. J'étais dans des projets de danse avec la Miss Loami. Big up à Carla, si elle passe là. Et plein de projets, séries, films auxquels j'ai participé qui m'ont fait me dire, wesh, c'est là, c'est ma place qui est là-bas. C'est là-bas où je vis, c'est là-bas où je prends le plus de plaisir. Donc tous ces questionnements-là, j'essaie justement de les mettre en avant avec la première image, les premières images avec fond rouge. Le rouge, il faut voir l'image dans le fond et après, concentrer sur la personne au milieu de l'image. Le rouge, justement, symbolise cette question et cette souffrance-là qu'il y a par rapport à ces questionnements de où est ma place, pourquoi je suis pas là où je devrais être, où est-ce que je devrais être. Plus vous regardez au coin de l'image, ça s'assombrit, et plus on avance dans l'image et qu'on arrive vers le centre, ça a une image un peu rouge, un peu blanc. Ça représente aussi une blessure, la blessure de ne pas avoir de positionnement clair par rapport à ça. Et toutes les questions que je me pose. Donc, j'ai essayé d'illustrer justement tout ce qui est aristocratique à travers ma tenue, le full noir, très structuré, avec les épaules qui sont un peu arrondies, et la silhouette qui s'affine plus on arrive à la taille, et un pantalon noir longiligne, basique. J'ai voulu utiliser ces deux couleurs primaires, puisque à mon sens, c'était celles qui illustraient les sentiments que j'avais sur le moment, la position d'interrogation et le fait que je ne sois pas à l'aise. Parce que regardez bien les images et les poses que je fais, je suis plus comme ça recroquevillé sur moi. Ça montre aussi le fait que j'essaye, tant bien que mal, d'adopter les codes de la bourgeoisie du droit et les codes de l'élite des personnes en droit, mais on sent une certaine forme de réticence, sachant que je fume pas. Et j'avais essayé justement d'accentuer ce côté-là en mettant la cigarette qui représente un tic que tous les gens en droit ils ont. Soit ils sont accros au Red Bull, au café ou à la clope. Et moi, je suis pas dans ça. Donc ça peut m'éloigner encore plus de ce domaine-là. Je préfère avoir un mode de vie sain et créer dans de bonnes conditions. Et être le matcha en paix, no cap. Donc c'est ce que j'ai essayé de mettre en avant. Et aussi la question de la place d'un racisé dans ce genre de milieu-là, sachant que c'est pas forcément des milieux où on nous attend. D'autres personnes nous attendent au foot ou au rap, mais le fait de voir un mec noir faire autant de projets, de beaux projets, et être le meilleur dans sa catégorie en tant que modèle, et être en droit, c'est paradoxal, mais ça existe. Et je sais que juste par ma position, ça peut être un exemple. Et justement, je me suis dit, pourquoi pas mettre en avant cette souffrance-là que peut-être beaucoup de gens vivent, qui sont pas forcément racisés, des gens qui sont pas à leur place. La source qui m'a vraiment fait me dire, je vais exprimer ça de cette manière-là, c'est le roman de Arnie Ernaux que j'ai lu en première ou en terminale avec Madame Boudou, et sur Madame Boudou, ma prof d'humanité et de français au lycée. Donc j'ai essayé justement de garder la forme très simple du roman. Une phrase, une information avec l'image, deux informations, deux couleurs, et on voit directement ce qu'il en est. Et l'une des inspirations aussi de cette image-là, c'est Karaba. Parce que vous aurez remarqué au fil du post, il y a beaucoup de références à Michel Oslo, Kirikou, etc. Je trouvais que le fait que lorsqu'elle sort de sa case, on voit le gros truc, là c'est la porte de sa case, et au fond, on voit l'ombre rouge, ça représentait justement cette souffrance-là, qu'elle n'assumait pas forcément, puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, Karaba ne rentre jamais comme ça dans sa case. Genre, elle rentre jamais de face. À chaque fois que le fétiche l'appelle, elle est déjà comme ça et elle sort comme ça. Donc je me suis dit comment l'illustrer en mettant du coup toutes les formes. Il a l'image comme ça là où je suis comme ça. Je regarde pas la souffrance dans les yeux. Je suis plus comme ça et j'essaye de pas montrer que je suis pas forcément à l'aise dans la pose. J'étais pas forcément à l'aise dans la pose. Je regarde l'horizon mais sans jamais regarder cette souffrance là qui prend toute la place et qui est dans mon dos mais qui fait partir de moi. Et Karaba, littéralement, la douleur qu'elle a, elle le cache dans son dos. Il a fallu que Kirikou passe par le bas de sa case pour voir l'intérieur de son malheur. Sachant que la case était vide, ça peut représenter peut-être justement le vide qu'elle a par rapport à ce qu'elle a vécu. Et force à toutes les femmes qui ont vécu ça. Ou encore la profondeur de la blessure qu'elle a, qui est tellement profonde, il n'y a plus rien en elle. Et moi, j'ai pas envie qu'il n'y ait plus rien en moi, donc je me pose les questions tôt pour essayer de trouver les questions le plus tôt possible. Donc c'est ce que j'ai essayé d'illustrer à travers ça. Je voulais de la beauté, je voulais de l'or, à l'instar de Baudelaire, créer quelque chose de tellement beau que toutes les personnes qui regardent, qui comprennent le sens, puissent se dire « Ah, genre, qu'est-ce qui me prend autant de temps dans ma vie
et qui me fait me sentir aussi mal? Et est-ce que je suis prêt à l'assumer, que ce soit en créant un projet qui va l'exprimer ou en trouvant les bonnes choses pour pouvoir en extirper? Voilà. Et vous savez, nous les mecs, lorsqu'on vit des moments compliqués, on a toujours ces petites voix dans nos têtes qui nous disent « Ouais, gars, il faut rester comme ça, il faut rester un bonhomme, il ne faut pas forcément l'assumer. » Et il faut essayer de vivre en essayant de ne pas trop calculer, en faisant les tâches pour lesquelles on t'attend. Donc pendant cette période-là, je vivais des moments compliqués et je me suis mis en retrait de beaucoup de personnes avec qui j'avais de très très bonnes relations parce que j'arrivais pas à exprimer mes sentiments de manière correcte pour que les gens comprennent que j'étais potentiellement en dépression et dans des phases extrêmement compliquées. Cependant, j'avais eu l'appui et j'ai encore l'appui de mes collègues meufs, détail très très important. Big up à Aminata, SO Mariléa, SO Chirine, SO Thaïs, SO Xia, SO Oliana. Elles m'ont énormément aidé et sans s'en rendre compte, m'ont fait me remettre en question sur ces notions de il faut pouvoir s'exprimer avec les bons mots, avec la bonne émotion, puisque mon problème, c'est que je peux exprimer ma souffrance avec les mots, trouver les bons mots, mais cependant, je le fais comme si j'étais extrêmement détaché. Si je t'explique ma douleur, tu vas te dire non, c'est passé, vu comment il est articulé, donc comment il explique, alors que non, c'est récent, la blessure, elle est là, mais j'ai énormément de recul par rapport à ça. Donc, à force de discuter avec Aminata particulièrement et Louami, shout out à Louami, shout out la princesse pertinent, premier du nom, je me suis vraiment posé beaucoup de questions par rapport à ça. Je me suis dit, en vrai, est-ce que je dois pas m'extirper de ce cliché-là et juste essayer d'être le Yannou qui est comme il est, sachant que ce côté d'exprimer sa féminité, sa sensibilité, j'arrive à le faire en m'habillant, en portant des vêtements chez la femme, etc. Ça peut paraître anodin, mais c'est dans mon processus de pouvoir enlever tous ces codes, etc. Sachant que dans ma culture africaine, c'est pas mis en avant. Quand tu le fais, on pense que c'est ton coming out. Et j'ai pas fait mon coming out. J'aime les meufs. Pour ceux qui m'ont posé la question, c'est pas un projet qui met en avant la communauté LGBT. Je veux montrer qu'un mec hétéro, un mec racisé, un mec tout court est capable de montrer sa féminité sans qu'il y ait d'amalgame par rapport à sa position ou sa sexualité. J'aime les meufs, je suis hétéro. Donc, je me suis dit, comment exacerber ce côté bonhomme? Et je me suis dit, monsieur Raouf, le styliste, il est maghrébin, il est algérien. Nos cultures, elles sont très patriarcales à ce niveau-là. On montre un peu la figure du bonhomme qui aime pas pleurer, etc., qui soulève des phacochères sur le dos, qui voyage à dos de dromadaire sur la lune, etc. Donc je me suis dit, je vais essayer de prendre les codes en justement discutant avec Abdé qui m'explique un peu son ressenti par rapport à ça, pour le mettre en image, pour que les personnes qui le voient captent les références de à Azur et Asmar que j'ai essayé de mettre, et en même temps, le côté très cinématographique, très imposé que j'essaie de montrer dans ce projet. C'est des questions que je me pose, mais le fait de spammer le tonton tata, d'utiliser un logo, après une image extrêmement structurée où il y a des petites questions en haut là, papa, est-ce que c'est un monsieur, une madame, et le tonton tata qui revient encore, qui frappe encore celui qui regarde. C'est ces questions-là que j'essaie de poser. Genre toi qui regardes cette image, c'est quoi ta position? T'es plus le bonhomme sans sentiment ou le queumé qui accepte ses sentiments et qui vit avec. Donc j'essaie vraiment de le mettre en avant. Et niveau choix des couleurs, on essaie justement de mettre cette opposition-là entre le haut de la tenue, les couleurs de la tenue du haut avec le foulard, les boucles d'oreilles qui font penser à une dame maghrébine, et le bas qui fait penser à un monsieur qui sort du taf. Cette position androgyne-là que je vais avoir par rapport à ce combat et qui évolue, puisque nous les mecs, on arrive de plus en plus à s'exprimer, à montrer nos sentiments par rapport à ce qu'on vit tout simplement parce qu'on est des humains. Et un humain qui brime sa sensibilité, il va s'exprimer de la pire des manières. SO, Freud. Ça va créer plus de névrose qu'autre chose. Donc c'est ça que j'ai essayé de montrer. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu comme un coming out, alors que pas forcément. Et ça prouve encore que lorsqu'un mec essaie d'accepter sa féminité, il y a un amalgame. Et il faut qu'on revoie un peu notre position par rapport à ça. Et ce qui m'a en plus donné les moyens de l'exprimer, c'est l'art de mon cher ami Esteban. Je trouve. Et je trouvais quand j'ai vu ses tableaux, à ses bilans et à son événement qu'il a fait dans le café d'Arménia, il me semble, il a une telle dextérité, une pureté dans la manière d'exprimer les émotions. C'est très simple, mais en un regard, tu captes. Et j'ai voulu m'inspirer de cette dextérité pour l'utiliser dans mon projet, mais pas que les gens captent au premier abord ce que je voulais exprimer. Je veux qu'ils regardent, hormis la beauté du truc, qu'ils admirent, et qu'après ils se posent des questions en voyant les différentes rêves que j'ai mis sur les 3 images en fond jaune. Et je me suis également inspiré aussi des tableaux hollandais du XVIIe siècle qui sont très réalistes.
utilisant tout ça, du Azure, Asmart, utilisant des codes qu'on a tous, de beaucoup que ça, et pour que la question reste posée, puisque j'ai pas choisi mon camp. Et le fait de me mettre en androgyne, ça permet aussi à toutes les personnes de ma culture de s'identifier, de se poser la question. On fait comment? Sans être un combat qui n'est pas le nôtre, mais juste en acceptant qui nous sommes, tout simplement. Et la troisième image symbolise le fait que j'accepte tout simplement ce côté féminin, ce côté sensible que j'ai en moi, et je le prône et je l'accepte dans toute son entièreté, pas que au niveau des vêtements. Je suis à l'aise avec ça, à l'aise avec le fait de pleurer, à l'aise avec le fait de me plaindre, à l'aise avec le fait de taper du poing si un truc qui me plaît pas, et d'être juste OK avec mes émotions, tout simplement. Ensuite, lorsque tu te poses des questions sur des trucs compliqués que tu as vécu et comment l'exprimer sans passer pour un woubi, il faut prendre position. Il faut prendre position. Et les images fond bleu, c'est les images où je prends finalement position par rapport à tout ce que je me pose comme question. Pour bien comprendre en gros ces images-là, c'est une discussion entre moi et moi où je me dis, ouais, chez Yannou, c'est comment? Le Yannou qui a 2 ans qui commençait les podcasts par exemple, il se posait pas trop de questions par rapport à qui il est, avec qui il doit fuck, il était juste dans le moment, et qui fait les moments, il était full lui-même, il fuck les autres, et plus tu grandis, je pense, vous le sentez aussi, il y a des codes qui s'imposent à toi, tu es obligé de faire, par exemple, de l'administratif, de garder une certaine image, pas forcément trop cool, mais un peu détaché des choses, un peu nonchalant à certains égards, et moi je veux pas être ça, moi je veux être le Yannou que vous avez connu il y a 2 ans, qui est full lui, qui fuck avec qui il a envie de fuck, qui s'en fout de ce que les gens ils disent, qui n'est pas dans ça. Et je me suis dit, pourquoi pas le mettre en avant avec un truc plus niche, que vous connaissez peut-être. C'est le deuxième court-métrage que Michel Oslo, il a fait entre Kirikou et Azure Asmar. C'est des personnages full noirs qui racontent des histoires au fur et à mesure, un peu comme l'histoire de Sherazade là. Voilà. Donc j'ai essayé d'exprimer ça avec ces codes-là, du Grace Jones, du Kirikou, et ces questionnements-là. Et la scène qui illustre parfaitement ça, c'est la discussion qu'il y a eu entre Kurama et Naruto dans Naruto, tout simplement. Parce que je trouvais que symboliquement, le fait que la partie sombre de Naruto, qui en lui, il accepte et puisse discuter avec lui pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que le démon soit là, qu'est-ce qui l'anime. Et c'est pour ça que, quand vous regardez la compo de l'image, je suis là, en lumière, et il y a un petit bonhomme, ça peut être un fétiche, comme vous voulez, qui est juste là, et qui représente peut-être le Yano dans sa forme la plus pure. Et quand je dis pur, vous allez demander pourquoi il a fait en noir. Question que je me pose encore, revenant à la première image, pourquoi la pureté, on l'exprimerait de manière blanche ou avec des codes blancs, alors que non, le noir, c'est la couleur de l'élégance dans la mode. Et pourquoi le Yano dans sa forme la plus pure, il serait pas justement fou noir, sans imperfection. Cependant, lorsqu'on regarde la silhouette que j'ai mis en avant, c'est pas forcément la couleur noire qui va plus capter l'attention, c'est plus tout ce qui est déstructure au niveau de la tenue et le blanc qui illumine. Le blanc qui illumine, il peut être vu dans 2 sens. Soit, c'est ma partie aliénée qui prend le dessus sur moi au final et qui est la plus vue dans l'image, ou par rapport au bas de ma tenue, c'est la partie Yannou dans son essence qui reprend le dessus. À vous de voir comment vous positionnez par rapport à ça. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer. Et le fait que je sois en avant et pas en entier, ça montre que dans le process de plus s'affirmer, de se mettre à nu, je suis en train d'avancer jusqu'à assumer pleinement qui je suis, tout simplement. Et pourquoi Grace Jones? Je trouve que c'est l'une des figures noires. J'ai essayé de rester dans les codes noirs, les codes de la culture afro pour bien exprimer mon message. Je trouve que c'est l'une des personnes qui a arrivé à aller contre tous ces codes-là, que ce soit dans la manière de se vêtir. C'est une dame, mais les gens pouvaient se dire que c'est un homme par rapport à, peut-être, je sais pas, ses muscles, comment elle se présentait au monde, ses coiffures extravagantes, la puissance à laquelle elle était elle-même et sans détour. Et c'est ce qui est fascinant chez cette dame. Et c'est ce qui fascinait aussi Hollywood, c'est ce qui fascinait la scène mode des années 90. Contrairement à d'autres personnes qui peuvent être plus dans le cliché de la personne stylée. Elle avait cette puissance-là qui m'a énormément inspiré. C'est vers ça que je vais aspirer. Donc je me suis dit, quitte à lui faire hommage à travers les posts que je fais, c'est aussi un shout-out et pour dire merci à toutes ces personnes qui nous inspirent et on n'a pas forcément l'occasion de les rencontrer. Donc j'ai essayé vraiment d'utiliser ces codes-là, ces poses. Vous verrez dans les magazines des années 90 comment elle posait face à la caméra.
Genre tout ça. Hormis le fait que c'était quelqu'un qui portait les tenues, c'était une muse, et portait un message politique, et portait une conviction forte de s'affirmer, peu importe les codes. Et c'est elle qui créait ces codes finalement, ce qui a fait qu'elle est devenue incontournable dans le monde de la mode. Voilà. Donc c'est ce que j'ai essayé d'exprimer en m'inspirant de cette grande dame. Et au deuxième slide, on voit que le fond qu'il y avait sur l'image, il y avait un petit dégradé de bleu là, il va s'assombrir jusqu'à créer une sorte d'auréole autour de moi. Ça peut être, vous pouvez le voir comme une aura, comme le naine dans l'intersecteur, ça dépend de vous. Mais ça prouve que plus on avance, plus je me débat et plus je trouve ma position, même si elle est un peu comme ça, un peu comme ça. Ça montre qu'il y a une recherche et un combat intérieur qui se mène. C'est comme lorsque le papillon il va sortir de... J'ai oublié comment ça s'appelle le truc où t'as capté. Il va sortir, il va plus prendre du galon et il va finalement sortir avec ses plus belles ailes et en acceptant la beauté de l'imperfection, la beauté de qui il est, tout simplement. Donc c'est tout ça qui m'a inspiré. Vous l'aurez compris, j'ai pas expliqué toutes les refs et toutes mes références, tous les documentaires, tous les podcasts et tout ce que j'ai cherché pour la documentation. J'essaie d'être assez bref puisque le message c'est l'histoire qu'il y a derrière, tout simplement. La particularité aussi, c'est que j'ai pas expliqué ce que je raconte à mes collaborateurs. J'ai voulu qu'à travers leur art et leurs propres yeux, ils puissent mettre à fond leur technique au service du fond que je voulais mettre, sans qu'il y ait cette explication de fond pour qu'ils peut-être je me trompe, la prennent en compte dans leur processus créatif et essayent de raconter l'histoire que je veux raconter de la manière la plus singulière à eux possible. Je voulais pas que leur vision de mon histoire rentre dans comment je voulais l'exprimer. Donc, je leur ai pas expliqué et j'ai essayé vraiment de pousser leur créativité et de laisser aussi une liberté par rapport à comment ils voulaient la mettre en avant. Pour savoir le fond rouge que Napi a fait, ça dépasse complètement tout ce que j'avais imaginé. Et c'est là que tu vois à quel point il est extrêmement fort. Et il a réussi justement sans savoir à utiliser les bonnes teintes, les bonnes ombres pour exprimer justement ce côté de douleur, ce côté plaie. Plus tu regardes au bout de l'image, tu vois que l'image s'assombrit, plus tu montes, il y a une certaine forme de blancheur. Ça peut être vu comme une cicatrice qui commence à prendre forme. Et plus bas sur l'image, le sang de la personne qui est blessée, qui est encore vif. Tout ça. Et c'est là que j'ai vu le génie, que ce soit pendant le shoot, après le shoot, les nuits blanches que j'ai fait avec Vic pour lui dire de modifier certaines choses, les nuits blanches que j'ai fait avec Yanis, big up à Yanis, parce qu'il a vraiment cravaché, et on peut que lui dire merci, sur comment gérer les ombres, qu'est-ce qu'il faut modifier, comment cela serait bien, etc. Sachant que, étant chef de projet, / directeur créatif / DA, je suis obligé d'imposer une vision, et j'aime pas forcément l'expliquer. J'aimerais juste que les gens, ils montent dans le bateau, ils me laissent guider, et avec leur dextérité artistique, nous tous, on crée un truc et c'est après que je leur explique pour qu'ils voient à quel point ils ont été chauds et à quel point la beauté de l'image est mise en avant. D'où le fait que je leur ai pas expliqué. J'ai voulu que l'image soit tellement belle techniquement que les gens ils se disent waouh, damn. Et le fait de ne pas leur avoir expliqué, je pense, ça a joué aussi. Puisqu'ils étaient plus ou moins neutres, je pense, par rapport à l'histoire que je vous raconte. Et je trouve que c'était bien aussi. Et peut-être qu'ils sauront ce que j'ai voulu raconter à travers cette vidéo-là. Donc vous serez tous les premiers à le savoir. Voilà. Et niveau taf, je pense qu'on est à une cinquantaine d'heures, 70 heures de taf. Toutes les heures de toutes les personnes qu'on a fait dessus en général. Je pense qu'on a un bon 70 heures, ou même plus. Parce que la documentation, je l'ai fait longtemps. J'ai vraiment essayé de pousser le truc à fond. Voilà. Et, petite surprise pour ceux qui sont restés jusqu'à là, vous m'avez posé la question de faire des prints, faire des t-shirts, faire du merch, etc. D'ici quelques semaines, vous aurez une bonne surprise. On vous a entendu, on a taffé sur un petit produit qui va drop à petit prix, donc n'hésitez pas, soyez à l'affût. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder, d'avoir vu le taf qu'il y a eu derrière. Et comme Ruben l'a dit, puisqu'il m'a fait un retour aussi, il y a eu énormément de bons retours. Il y a une certaine rupture entre mon profil de modèle classique et modèle qui veut créer des projets. Parce que j'ai toujours dit, moi je suis chaud. Je sais que je suis chaud, mais pour que le monde voit, il faut que je le montre. Et je pense qu'à travers ce projet-là, vous avez vu, et c'est pas fini. Est-ce que c'est le meilleur projet de Toulouse depuis un long moment? Oui. Je vais même pas parler chinois. Oui. Voilà. Je vais pas m'éterniser sur ça. Je vais laisser mon taf parler à ma place. En tant que modèle, j'ai plus rien à prouver. Mais en tant que chef de projet, j'ai encore des pages à écrire. Voilà. Donc, s'il faut que vous reteniez un truc, c'est que l'idée originale n'existe pas, comme a dit Ruben dans sa dernière vidéo. Le plus personnel et le plus créatif
Et quand j'ai vu sa vidéo, ça m'a fait écho, sachant que c'est justement ça que je voulais exprimer. Et le fait qu'il explique ça de manière tellement articulée, tellement claire, ça m'a fait chaud au cœur, sachant que c'est un gars que j'admire. Et j'ai apprécié beaucoup son approche. Et j'ai été sacrément surpris qu'il ait capté quelques références, qu'il ait capté le message derrière et qu'il m'ait donné son avis. Et beaucoup de gens que vous connaissez qui ont des marques, qui m'ont donné leur avis aussi sur le projet. Et ils ont compris. Mes pairs ont compris. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Si vous êtes là, big love à vous. Si vous avez encore des questions, posez-les moi en commentaire, je répondrai. Si vous avez d'autres grilles d'analyse du Swag S2, dites-les moi, je répondrai. Et franchement, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Vive l'art, vive le Swag S et fuck le matcha. Voilà. À la prochaine.